Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. Après près de 6 mois de siège autour du village de Farabougou situé dans le cercle de Nyono, région de Ségou, les groupes djihadistes et les chasseurs d'Onso sont parvenus sous l'égide du Haut Conseil islamique à un accord. Cet accord prévoyait, qui a été signé en mars dernier, prévoyait le cessez-le-feu entre les communautés, mais également il devait permettre à la population de Farabougou de vaquer librement à ses occupations, comme aller au champ ou encore aux foires hebdomadaires. Mais depuis quelques jours, cet engagement serait régulièrement violé par les parties signataires, rapportent des sources locales. Qu'est-ce qui est à l'origine de cette violation du cessez-le-feu? Comment amener les parties signataires à respecter leurs engagements? Quelle est la situation sur le terrain? Quelles solutions pour éviter de nouvelles violences communautaires? Studio Tamani pose le débat avec nos invités. Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel. Mamadou Moufa Aïdara, membre du Haut Conseil islamique du Mali. Il nous rejoindra. Kali Bala Diakité, premier vice-président du Conseil communal des jeunes de Nyono. Je suis Sekou Gadjigo. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Grand Dialogue. Alors, Monsieur Ba, vous êtes chercheur, vous avez fait des recherches sur le centre. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine de cette violation des accords signés entre les chasseurs d'Onzo et les groupes djihadistes? Merci beaucoup. Je pense qu'il est très tôt aujourd'hui pour parler des violations. Moi, je pense qu'il y a... Il n'y a pas de violation. Bon, on ne peut pas le dire clairement qu'il y a une violation. Et c'est un accord à minima entre des parties sur une question d'honneur et d'engagement en vue de trouver une solution par rapport à un contexte de crise. Je crois qu'aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Moi, je pense qu'il y a une crise de confiance entre les protagonistes qui sont des combattants moudjahidines, parce que ces moudjahidines sont dans une vision, dans une approche qu'on dit djihadisme, et les dozos organisés autour du dozoba, donc la grande famille des dozos, est répartie dans le Kourmari, le Kigiri, le Kareri et d'autres entités. On peut dire qu'il y a une crise de confiance, il y a eu des actes qu'on peut considérer comme capables de bouleverser la confiance, mais attendons un peu voir, peut-être que les acteurs vont intervenir rapidement pour calmer la situation. Alors, pouvez-vous nous dire que dit cet accord conclu entre, même si c'est un accord verbal, comme vous le disiez, est-ce qu'il y avait des engagements clairs dans cet accord conclu entre les deux parties? Non, il y a des engagements, il faut le dire clairement. C'est-à-dire, je pense que le premier accord a été, l'entente, si on peut le dire, a été scellée et acceptée en mars dernier. Et on a donné un mois, et je crois que c'était le 14 mars, si je ne me trompe pas, et le 14 avril, il y a eu une validation de cet accord. Donc c'est une entente entre plusieurs parties. Il y a les dozos, qui sont des protagonistes, il y a les combattants moudjahidines de l'autre côté, il y a aussi des communautés, les représentants des communautés Bambara et les représentants des communautés Peul, qui ont été les acteurs négociateurs sous l'égide du Haut Conseil islamique. On peut le résumer en quelques points. Je pense très bien sur la base des informations que j'ai obtenues. Et il me semble qu'ils ont décidé, d'une part, que chacun des protagonistes reste dans ses positions. Vous savez, les djihadistes ou bien les moudjahidines, ils sont en brousse, les autres sont dans certains secteurs. Deuxièmement, il y a la zakat, qui est quand même quelque chose, une gouvernance déterminante pour les gens de la brousse, ou bien les moudjahidines. Troisièmement, ils ont demandé à ce que les femmes soient voilées.
Quatrièmement, ils ont demandé à ce que chacun reste dans sa position et ne dénonce pas l'autre, et que ce qui s'est passé en termes de violence soit considéré comme un acte vraiment de pardon entre eux, qu'il n'y a pas de poursuite. Voilà, entre autres, des grandes lignes de l'accord. Mais maintenant, le Haut Conseil islamique a été quand même le parrain, il a négocié, il a vraiment amené les parties à trouver un consensus, donc il y a une conciliation. Je crois très bien, on reviendra un peu sur les raisons. Et voilà cet accord de départ. Et maintenant, de l'autre côté, les militaires qui étaient à Farabougou, et dont la situation vraiment dépassait carrément le Haut Conseil islamique. Donc là, c'était un autre statut. Nous allons parler largement de cet accord et des engagements qui étaient conclus dans cet accord avec le porte-parole ou bien le représentant du Haut Conseil islamique qui a facilité ces négociations. Nous avons en ligne Kalibala Diakité, vous êtes à Nyono. Monsieur Ba parlait tout de suite de crise de confiance au lieu de violation. Est-ce que vous pensez la même chose? Y a-t-il pas eu de violation du cessez-le-feu? Bon, quand même, bonsoir à tout le monde. Moi, je pense que bien sûr, il y a eu violation, mais la violation peut être due maintenant à une crise de confiance, parce que tous les gens ici à Nyono, dans certaines localités, sont empêchés, sommés de se rendre dans les champs. Il y a eu des enlèvements, il y a eu des assassinats ciblés, il y a eu des troupeaux emportés, il y a eu aussi des charrettes et des charretiers confisqués un peu partout dans les différentes communes du chef de Nyono. Oui, mais ces actes ont été commis par qui? Quelle partie? Est-ce que c'est les chasseurs ou bien les groupes armés djihadistes? Bon, moi je suis ici à Nyono. Et vous savez que moi d'abord, la protection commence par soi-même. Et je ne saurais répondre directement à cette question. Je ne sais pas faire ici des accusations directes. Mais je sais que quand même toutes les parties, sans exception, violent le cessez-le-feu. Toutes les parties. Oh, ok, nous allons revenir vers vous tout de suite, monsieur Mamadou Moufa Aïdara. Vous êtes du Haut Conseil islamique qui a, sous l'égide duquel cet accord a été conclu entre les groupes armés et les chasseurs d'Onzo. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler de violation de ce cessez-le-feu? Bon, mon frère, je ne peux pas dire que c'est vrai, l'accord a des difficultés. Mais il y a certaines choses, moi, je ne parle pas avec 100 langues de bois. Il y a une certaine partie de vérité, il faut qu'on les dise. Parce que ça, c'est très important. Ce que le monsieur a dit, il a tout à fait faux. Je ne sais pas l'information que ce monsieur Ba est, le monsieur qui a parlé de Nyono, là où il a sorti son information. Parce qu'il faut dire la vérité, ce qui s'est passé réellement. Donc les enlèvements, les non, attaques... Non, il n'y a pas des enlèvements, c'est faux. Enlèvement de troupeaux, c'est ce que... Voilà, je viens. L'accord, il y a eu l'accord le 14 mars 2021 entre les djihadistes et les Donzo. C'était un accord qui était temporaire pour 1 mois. Après, il y a eu un accord définitif le 16 avril 2021. C'était l'accord définitif global sur les 12 communes de Nyono. Le problème qui est revenu tout à l'heure, chaque accord, par rapport à la gestion de l'accord, il y a eu des difficultés. À partir sinon, le premier mois qui était donné le 16 au 16 avril, tout le monde a respecté unanimement du côté des Donzo, du côté des djihadistes. Ils ont respecté ces 1 mois de trêve. Mais après, quand l'accord définitif est venu, il y a eu des problèmes au niveau de la gestion des troupeaux. Ça, c'est le premier point qui a commencé à animer les choses. Par rapport aux gestions de troupeaux, aux gestions des champs. Parce que l'accord était... mais cela n'avait pas été bien déterminé dans cet accord. C'était bien déterminé dans l'accord qu'à partir qu'il y a eu l'accord définitif, tout le monde est libre totalement de circuler là où il veut. Les éleveurs peuvent aussi retourner dans les villages où ils étaient avant, avec les troupeaux, avec leurs biens matériels. Parce qu'avant l'accord, il y avait le troupeau, les peuls étaient sachés dans les villes de Nyono.
par rapport à un premier point, quand les djihadistes vont faire des attaques, ils demandent au peuple de sortir pour aller en bourse. Mais il y avait aussi les donzos et puis certains gens aussi qui ont empêché de peuple aussi de rester dans les grandes villes, communes et consorts. Quand l'accord est gênant, on a dit qu'il faut faire la libre circulation de tout le monde, y compris les peuples avec leurs troupeaux, y compris les éleveurs, les agriculteurs qui étaient empêchés aussi d'aller dans leurs champs, de retourner dans leurs champs pour faire la culture. Donc c'était un accord définitif que tout le monde avait les libertés de toi. Les donzos aussi, les checkpoints la route qui est coupée, qui avait mis des checkpoints aussi, ils devraient enlever aussi pour laisser la population circuler librement. Qu'est-ce qui est à l'origine alors de cette situation? L'origine de cette situation, il y a eu 3 points essentiels, comme nous sommes pris par le temps. Le premier point, c'était par rapport à la gestion des troupeaux et les champs. Quand on a dit dans les accords, s'il y a les troupeaux rentrent dans les champs, parce que là où les gens de Nyuno, c'est une zone de culture et puis une zone d'élevage. Quand les troupeaux rentrent dans les champs, quand il y a des litiges, il faut, entre un éleveur et un paysan, s'ils s'attendent entre eux, parce que les paysans là-bas, ils sont tous des ressortissants des Nyuno, la terre appartient à eux. S'ils ont trouvé un compromis entre eux, il n'y a pas de problème. Mais si une partie fait un appel, si un agriculteur fait appel à un donzo pour venir trancher par rapport à la perte qui a été faite sur les champs, il a l'obligation de faire appel aux djihadistes pour que entre ces deux-là, il fait le constat. Pour que le constat qu'ils vont faire, le perte réelle qui a été fait sur le champ, pour que ça soit payé. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Donc, s'il y a de l'argent à payer, l'éleveur, si on a fait un constat, on a dit que le constat, il y a un constat qui a 100 000 francs, 200 000 francs, 500 000 francs qui a été détruit, l'éleveur a l'obligation. S'il a l'argent liquide, automatiquement il paye. S'il n'a pas l'argent liquide, on lui donne un délai. Mais le troupeau automatiquement doit restituer aux éleveurs pour qu'il aille le vrai. Mais c'est le djihadiste qui garantit avec le délai qui est donné pour qu'il paye. Mais malheureusement, les premières situations qui sont arrivées à Dogofri, à certains parties en localité avec B3 au niveau du carrefour. D'accord, nous allons revenir vers vous, mais quand à vous entendre parler, on a l'impression que, c'est-à-dire on laisse la latitude aux différentes parties de gérer les contentieux entre elles. Monsieur Ba, est-ce qu'on n'a pas l'impression que cet accord a été mal négocié? Est-ce que les clauses ont été bien définies? Bon, c'est-à-dire, le doyen Moufa était en train d'expliquer, peut-être que c'était intéressant d'avoir les 3 points qu'il a donnés. Il a donné un premier point et peut-être qu'il fallait laisser finir les 2 autres points pour voir les problèmes réels. Parce qu'il a parlé de la gestion des troupeaux et des champs. Et parce que c'est une zone quand même où les gens sont des producteurs. Et la plupart des difficultés sont liées à la gestion des ressources naturelles. Sinon, si ce n'est pas les conflits entre eux, il n'y a pas de problème en tant que tel. C'est soit les animaux font des dégâts dans les champs, soit les agriculteurs aussi ils cultivent dans des zones vitales pour les pasteurs. Et en toute honnêteté, il est difficile aujourd'hui de dire que tel argument est à la base parce que il y a quand même eu des difficultés depuis un certain temps et des animaux ont été enlevés, des camions ont quitté Nampala pour venir à Nyuno, on les a interceptés et dans la zone de B3 et puis emportés avec beaucoup d'animaux. Il y a des villages où des taxes ont été levées pour prendre ça avec des communautés. Donc c'est vraiment des problèmes de ce genre qui ont créé des suspicions, qui ont amené les gens à se révolter et à empêcher, et je dis bien, la confiance de régner. Donc c'est une crise de confiance.
Maintenant, qui est derrière ça? Il est difficile. Il est même possible que ce soit des bandits qui peuvent le faire, avec des tenues de chasseurs. Il y a aussi des gens qui ne sont pas en faveur de la paix. Donc c'est un contexte volatile où la moindre étincelle peut allumer le feu. Donc d'une façon générale, et depuis qu'on a scellé la paix, et je crois qu'il y a eu quand même un moment d'accalmie, il ne faut pas le nier. Les gens sont retournés dans les villages, et les gens ont commencé à aller dans les marchés, les gens ont commencé à se parler et à aller dans les champs. Je pense que le problème, c'est d'approfondir et de voir clairement qui est derrière cette crise et comment ça a été interprété. Mais est-ce que ce n'était pas mieux que l'État profite de cet accord, de ces négociations, pour revenir dans ces localités, au lieu que ce soit les partis même qui gèrent des contentieux entre elles? Est-ce qu'on ne pouvait pas, quand il y a un problème entre éleveurs et agriculteurs, se référer au préfet ou bien au sous-préfet? Pourquoi l'État n'est toujours pas revenu dans ces endroits, selon vous? Non, l'État n'est pas revenu, parce que d'une façon générale, du nord du pays jusqu'au sud du pays aujourd'hui, l'État est absent. Parce que et depuis 2012, vous avez vu un peu, lorsque la crise a commencé, et le Nord a été occupé, et les représentants de l'État se sont retirés petit à petit, et ces groupes armés, qu'il s'agisse de groupes dits la Katiba Massina ou d'autres, et les milices locales, ont occupé le terrain. Mais quand l'État disparaît de cette façon, assez claire, les représentants de l'État ne sont pas là, les agents de sécurité ne sont pas là, l'État ne peut pas revenir comme ça. L'État ne revient pas. Donc le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un vide. Et ceux qui ont comblé le vide, la nature aurait du vide. Ceux qui sont là, ils dictent leurs lois. Oui, mais on sait bien que les forces armées ont été empêchées d'occuper la localité parce que les groupes armés, entre guillemets, djihadistes ne voulaient pas de ces forces armées-là. Est-ce que l'État devait accepter que ces négociations, qu'on essaye de trouver un accord entre les différentes parties et que l'État même se mette en retrait? Oui, mais à partir du moment où l'État, les représentants de l'État, c'est-à-dire certains représentants ne sont pas là, mais il y a quand même des représentants, certains qui sont là. Les chefs de village, c'est des représentants de l'État. Les chefs de village sont des institutions infra-administratives. C'est le premier échelon de représentativité de l'État. Les chefs de village sont nommés par les représentants de l'État sur proposition des maires. C'est les préfets qui nomment les chefs de village. Ils sont là-bas. Beaucoup de chefs de village sont là-bas. Il y a certains maires qui sont là-bas. Donc le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que l'État s'est retiré soit par des menaces, soit par des conditions difficiles. Et aujourd'hui, les maîtres des lieux, ils tentent de mettre en place cette gouvernance. Et l'État ne peut pas revenir comme ça. C'est difficile. Et il s'agit de voir aujourd'hui, en l'absence de l'État, en l'absence des représentants de l'État, qui parle? C'est les légitimités locales qui parlent. C'est les chefs de village. Mais elles n'ont pas de pouvoir. Mais elles ont un pouvoir. Qu'est-ce que vous appelez pouvoir? Non, elles n'ont pas de pouvoir contraignant. Est-ce qu'elles peuvent contraindre des groupes armés, des hommes en armes à respecter une décision? Oui, mais c'est les hommes en armes qui sont un peu les détenteurs du pouvoir d'une façon générale. Mais les ressources sont gérées par qui? Par les populations. Qui gère les ressources dans ces zones? Ce n'est pas les djihadistes qui les gèrent directement. C'est les chefs de village qui sont les Diamanatigui. C'est les Djoro dans le delta qui gèrent les terres pastorales. C'est les maîtres des pêches qui gèrent. Mais le problème un peu, c'est quoi? C'est que même les djihadistes, ils n'empêchent pas les communautés de gérer les ressources. Le problème, c'est lorsqu'il y a des contentieux, comme l'a dit Moufa, ils demandent à ceux qu'eux-mêmes ils viennent suivre pour une question de réglementation. Je suis d'accord, c'est une réglementation qui leur est propre, qui n'est pas celle de l'État. Mais si l'État n'est pas là, mais donc ces gens, ils ont occupé le terrain. Moi, je pense qu'il faut aller par étapes. Et si le Haut Conseil islamique s'est impliqué avec beaucoup d'engagement, il faut laisser les communautés et ensemble gérer leur espace, gérer leur entente. Mais si des groupuscules
ils refusent de respecter cet accord et engagent dans la brousse et arrêtent des gens pour les faire payer des redevances ou des montants, parce que nous sommes venus vous sanctionner, nous sommes les maîtres d'ici. Et je dis que ça, c'est très compliqué, ça. Ou si on prend des animaux qui sont venus pour être transportés, on les prend, on les retire, on dit, bon, on les enlève, c'est pour nous. C'est ça qui amène le manque de confiance et amène les difficultés dans la zone. Alors, nous allons donner la parole à notre troisième invité qui est à Nyono, Monsieur Diakité. Dans la zone là-bas, actuellement, quelle est la situation? Quelle est l'atmosphère qui prévaut dans la zone aujourd'hui? Ok, merci monsieur. Permettez-moi un peu de clarifier cette situation avec mon tonton Haïdara. Moi, je ne sais pas pourquoi je vais mentir, dans quel intérêt. Et moi, je suis de la communauté, moi, je suis là. Et il y a eu des enlèvements au niveau de l'aménagement dans la commune de Pogo. Les travailleurs de l'entreprise EGK ont été enlevés 2 fois. Et il y a eu des enlèvements, même le samedi tout près, lors de la foire, comment on appelle ça, la foire de Dougabougou, il y a eu des enlèvements. Même le jeudi passé, aux alentours de Yonon, vers le nouveau marché, il y avait des hommes armés. Il y a eu aussi des disparus. Moi, je suis de la communauté. Je ne saurais mentir. Pour quel intérêt? Il faut qu'on se dise la vérité. Ils ont fait un accord. Ça, c'est vrai. C'est vrai. On a eu vraiment de l'accalmie. Ça aussi, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, là où nous en sommes, nous faisons face vraiment à un autre problème. Parce qu'il y avait de l'accalmie. Maintenant, comment on appelle ça? Les hostilités ont recommencé. La population a peur. On a même sommé certaines localités de ne pas se rendre dans l'enfant. Ça, c'est dans la commune de Dorofri. Ça, c'est dans la commune de Toridarako. Ça, c'est dans la commune même urbaine de Nyono avec les villages de Kemaba, de Koué, Bamana. Il y a tout ça. Mais nous voulons vraiment nous voulons la paix, mais on a peur. Il y a eu même des enlèvements même à Dorofri avec des charretiers, des gens qui étaient partis chercher des bois de choc. Eux aussi, ils ont été enlevés. Nous sommes là. Nous voyons que le conflit là était dormant. Mais aujourd'hui, il y a certaines localités où il est très difficile de s'y rendre. On fait quand même s'y rendre, mais avec des conséquences. Même sortir de Nyono, ça, à quelques kilomètres, à une dizaine de kilomètres dans la commune même urbaine de Nyono, ça pose problème. Alors, donc, vraiment, il y avait de l'accalmie. Oui, cela est bien compris. La situation, à vous entendre parler, la situation est tendue et cela se confirme avec cette visite du ministre de la Réconciliation qui était dans la région de Ségou hier. Le ministre s'est entretenu avec l'équipe d'appui à la réconciliation. Nous allons écouter le colonel-major Ismaël Ouagué. Il parle de la situation dans la région. Ce qui a motivé ma visite aujourd'hui ici à Ségou, c'est vraiment pour encourager et insister l'équipe régionale d'appui à la réconciliation de Ségou pour s'engager davantage dans le travail de réconciliation dans la zone de Nyono. Vous savez, il y a eu des initiatives dans le passé où certains acteurs ont été utilisés autres que les rares pour essayer d'atteindre certains objectifs. À un certain moment, il y a eu l'effet escompté, mais force est de reconnaître qu'au jour d'aujourd'hui, les problèmes qui étaient résolus commencent à ressurgir. L'étape de Ségou est l'étape essentielle pour atteindre l'objectif, parce que c'est à travers l'ERAR que tout le travail de réconciliation en profondeur dans toute la zone de Ségou, passant par Nyono, Dogofri, Farabougou, se fera. Et j'ai confiance en eux pour atteindre ces objectifs. Avec mon accompagnement, mon soutien. Alors, Monsieur Haïdara, vous venez d'entendre le ministre. On sent que la situation est quand même tendue dans la zone.
Quelle est la solution aujourd'hui pour vous pour faire respecter cet accord-là par les différentes parties? Mon frère, quand je suis dans un débat, quand je voulais développer quelque chose, il fallait me laisser le temps d'expliquer. Je ne viens pas pour faire partir, pour faire colmater certaines choses. Je ne suis pas déjà comme ça. Tu m'avais posé une question, je voulais expliquer. Il faut que les téléspectateurs maliens comprennent réellement qu'est-ce qu'a ressuscité cet accord. D'accord. Continuez avec votre explication. Il y a eu l'accord. Au niveau de Nyono, c'est le Haut Conseil qui avait négocié l'accord. Par rapport à la gestion de avril jusqu'à maintenant, toutes les différences qui ont été passées là-bas, j'ai interféré, j'ai discuté sur ça pour trouver un compromis, beaucoup de choses. L'enlèvement de Poko est en train de parler. Ça s'est fait au mois d'avril. Les gens qui étaient livrés, c'était 17 personnes, plus de 3 véhicules. C'est moi qui ai intervenu qu'ils ont été libérés. Je suis au courant. Le deuxième enlèvement qui a été fait au niveau du Poko, là où il y a la société IGK et consort, que l'air blindé et l'air machine et consort a été détruit. Les personnes qui ont été arrêtées, c'est moi qui ai intervenu aussi pour qu'ils les libèrent. Mais réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'au niveau de Poko, il y a une question de conflit. Parce que le problème, tu as posé une certaine question, il faut que les gens comprennent très bien. Les Donzo qui gèrent là-bas, les djihadistes qui gèrent là-bas, c'est la population qui vient à eux pour qu'ils fassent la justice à leur nom, au nom de l'autorité qui est présente. Parce qu'ils n'ont pas confiance à l'État, les représentants de l'État qui est là-bas, pour les faire trancher les choses. S'il y a des problèmes, il y a certains gens qui se réfèrent aux Donzo pour faire leur jugement. Il y a certains qui se réfèrent aux djihadistes qui font appel pour les gérer leur situation. Donc dans des situations comme ça, tous les conflits qui sont là-bas, c'est à partir de la communauté même qui emporte envers les Donzo et envers les djihadistes. Parce que c'est une base de la réalité, de la vérité, les choses, il faut que les gens comprennent. Il y a eu un premier point, c'était par rapport à la question de gestion de turbo. Le deuxième point, c'était à la coupure de poids. Ce qui a été dit par rapport, il y a 8 charrettes qui étaient bloquées au niveau des Dokofiri, mais il n'y a pas enlèvement d'hommes. Ça, c'est faux. C'est-à-dire ils ont frappé, il y avait les gens qui ont frappé, parce qu'il y avait l'interdiction de couper le bois frais. Mais le bois sèche était autorisé. Au niveau des Dokofiri, il y avait certains gens qui ont parti couper les bois. Les djihadistes ont trouvé que c'était des bois frais. Les éléments qui ont travaillé, ils ont frappé les gens qui étaient enlevés le bois, ils l'ont frappé, il y a certains qui étaient même blessés. Ils ont laissé les gens partir, mais ils ont saisi les 8 charrettes. Ça, c'est le deuxième facteur qui a amené le problème. Avec ces gestions, avec les Donzo, il n'y a pas eu de compréhension par rapport à cette gestion. Le troisième point qui a été l'un des facteurs qui a déclenché, c'était au niveau de Dongali. Au niveau de Dongali, au mois de mai, à la fin mois de mai, début juin, il y a un Donzo qui était parti charger ses troupeaux. Il a vu ce troupeau dans les brousses. Il est parti, il a pris son troupeau. De retour, il y a 4 peuls qui l'ont croisé dans le chemin, ils l'ont tué. Les Donzo qui sont là, ils ont fait une réplique dans un village de peuls qui se trouve là-bas. Ils ont tué 7 personnes dans le village. Ça, c'est fait de bois en main. Et puis, ils ont coupé la route, ils ont fait descendre 4 personnes dans le véhicule qui ont été portées disparues. Les djihadistes, dans différentes choses comme ça, les djihadistes, comme il y a eu un accord, ils ont dit qu'ils ont respecté, ils n'ont pas fait le coup de feu et consort. Quand il y a un conflit comme ça, si un Donzo fait quelque chose qui ne respecte pas l'accord, c'est au niveau des Donzo de les gérer, mais ils ne doivent pas faire leur justice à eux. Okay. Au niveau des peuples, c'est comme ça. Okay. Donc c'est ça qui a fragilisé l'accord. Mais ce qui a déclenché très rapidement le bataille du 3 juillet, c'était le 24 juin, de rien. Il y avait des Donzo, les Donzo au niveau de Dongali. Ils ont parti encercler un village Peul, qui l'ont demandé le villageois de payer 5 millions. Les villageois, ils ont trouvé un terrain d'entente, ils ont payé 1 million. Ça, c'est fait le 24. Or, avec ces différents problèmes, les djihadistes m'ont fait savoir. Ils ont dit qu'il faut qu'on demande un assise avec les Donzo, parce qu'il y a certaines différences
de l'accord qu'ils ne parviennent pas à respecter. Qu'on doit faire un assise entre eux. Puisque avec votre permission, qu'on doit faire un assise entre eux. Puisque nous sommes pris par le temps, nous avons une contrainte de temps, est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver cet accord? Aujourd'hui, ce qu'il faut faire, tu as entendu le ministre de la Réconciliation, il dit qu'il ne travaille pas avec le Haut Conseil, il va donner la négociation au niveau des conseils. Il a une structure qu'il a expliqué tout juste, des secours, qui vont gérer. L'équipe d'appui à la réconciliation. Ça, il n'y a pas de problème, c'est son droit de le faire. Mais au niveau du Haut Conseil, les populations se font référer à nous. Même actuellement, ils ont envoyé des délégations au niveau de notre présidence à Bamako. Mais après ce qui vient de se passer, est-ce que vous-même, vous n'êtes pas conscient aujourd'hui, vous n'avez pas compris aujourd'hui que ces problèmes-là ne peuvent pas être gérés par ces différentes communautés même? Il faut vraiment quelqu'un qui... Mais si l'État... Ça dit le problème, il faut qu'on se dise la vérité. Si réellement l'État est présent, est-ce qu'il y a question de communauté? Il y a la guerre entre les Donso et les djihadistes. Qui est le maître? Qui doit administrer? Qui doit faire la sécurité des populations? Actuellement, il y a des villages qui sont encerclés aujourd'hui au niveau du Nyono. Ok, cela est bien compris. On va vous redonner la parole tout de suite, Monsieur Ba. Et que faut-il faire aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des chances pour sauver cet accord ou bien il faut trouver une autre alternative pour qu'il n'y ait pas d'autres violences communautaires dans cette zone? C'est-à-dire sur la base des explications de M. Haïdara, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'incidents. À Dunkali, comme vous l'avez dit, où des animaux ont été récupérés par le Dozo, après il y a eu des morts, et au niveau des amendes aussi, quand vous voyez tout ça, ça remet en cause la confiance. Mais maintenant, moi je pense, c'est vraiment un point de vue personnel, sur la base de mon analyse, le Haut Conseil islamique a fait un très bon travail. Et on ne change pas... Malgré que les violences soient éclatées. Oui, mais parce que les violences sont éclatées parce que c'est des crises structurelles, complexes. Et vous avez vu tout de suite, les populations partent chercher du bois. Et si les gens ne respectent pas le bois vert, c'est interdit. Et que les gens coupent le bois. Mais ça remet en cause. Et deuxièmement, si on vient amender des villages, ça pose un problème. Donc ça, c'est des relations sociales difficiles à maîtriser. Donc à ce titre... Il n'y a pas de solution? Non, il y a de la solution, c'est ce que je dis. Oui. Que faut-il faire pour... Il faut d'abord, sensibiliser les communautés sur l'accord. Est-ce que ça a été fait? On ne le sait pas, clairement. Parce que les gens étaient très contents, certains étaient exaltés, et les gens ont rejoint les villages. Maintenant, deuxièmement, et il faut aussi évaluer cet accord. Il y a une commission qui a été mise en place. J'espère que le doyen va nous expliquer un peu quel est l'état, je dis bien, de ce suivi. Donc le deuxième point. Le troisième point, et moi je pense que dans cette zone où il y a des groupes armés des deux côtés, c'est-à-dire du côté des combattants et djihadistes ou moudjahidines et du côté des Dozo, il faut qu'il y ait quand même un arbitre. Et à ce titre, le Haut Conseil islamique a fait un travail extrêmement important de sensibilisation et de discussion avec eux. D'abord, il y a la confiance pour pouvoir être accepté. Donc si on change l'équipe et qu'on amène d'autres personnes, pour pouvoir avoir la confiance, ça va prendre du temps. Et donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc pour moi, le Haut Conseil islamique a fait un travail qui a été demandé par les communautés. Je ne les défends pas, mais c'est une réalité. Il faudrait les laisser reprendre ce processus, rediscuter et recréer la confiance. Ça, c'est possible. Maintenant, après ça, il y a quand même les mesures d'accompagnement. C'est ça qui peut-être qui n'a pas été fait. Parce que ces mesures d'accompagnement, ça peut être amené à stabiliser la zone et à créer ce qu'on appelle le relèvement. Comme mesure d'accompagnement, voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Et les mesures d'accompagnement, par exemple, les communautés ont des besoins. Donc ces besoins-là, il faut les satisfaire. Si par exemple les gens doivent aller chercher des bois, il n'y a pas de solution. Et que les groupes armés disent qu'il ne faut pas venir couper le bois vert. Mais est-ce qu'on ne peut pas trouver une formule pour empêcher de couper les bois verts? Même aujourd'hui, les services des eaux de forêt empêchent d'aller couper les bois dans la brousse n'importe comment. Donc il faut trouver une mesure palliative. Ça, c'est un. Deuxièmement, par rapport à la circulation des gens. Et les gens circulent.
tranquillement. Il faut les sécuriser. Il faudrait aussi trouver aussi des mesures alimentaires pour que les gens ne soient pas... Ok. Qui pour faire tout ça, s'il n'y a aucun représentant de l'État, on refuse l'armée, on refuse les forces de sécurité, les agents des eaux et forêts. Maintenant, on va demander à monsieur Diakité, vous qui êtes dans la zone là-bas, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution pour sauver cet accord, ou bien vous estimez qu'il faut trouver une autre alternative? Ok, merci beaucoup, monsieur. Il n'y a pas de conflit sans solution. Même si vraiment nous remercions beaucoup le Haut Conseil islamique pour cet accord-là, mais il faut que l'État même soit présent. Il faut que, parce qu'il y a une faiblesse de l'État. S'il n'y a pas l'État, c'est le laisser aller. Chacun fait ce qu'il veut. C'est ça qui est arrivé ici dans cette zone-là. Il faut aussi que maintenant l'État soit impliqué dans ces accords-là. Parce que si nous voyons ces accords-là, l'État n'est pas impliqué. Et les groupes armés-là, il y avait un pacte de non-adhésion entre eux. Mais nos militaires, qui sont des Maliens, et ils ne faisaient pas partie maintenant de cet accord de non-adhésion. Et ils sont adressés. Et il faut encore... D'abord, il y a le Haut Conseil islamique, c'est très bien, mais il faut encore ajouter au Haut Conseil islamique la communauté. Parce que nous qui sommes de la communauté, nous parlons comme ça. L'accord là, on ne connaît pas. On ne connaît pas les clauses de l'accord. On dit qu'il y a ça, il y a ça, il y a ça. Il faut que nous soyons informés des clauses ici de cet accord. Il faut quand même qu'on multiplie encore les assises, qu'on multiplie les assises, les dialogues. Il faut qu'on se parle, il faut vraiment que la communauté même s'accepte. Il faut que nous nous acceptons. Il faut que nous nous pardonnons pour arriver à une résolution. Parce qu'il faut encore des accords conséquents. Nous savons que nous remercions cet accord, mais il faut reconnaître qu'il y a des insuffisances. Il y a des insuffisances parce que les litiges là sont gérés par des hommes armés. Il faut que l'État soit impliqué dans l'accord. Il faut que l'État même soit présent dans ces petites zones-là pour qu'il n'y ait pas de conflit. Parce qu'il n'y a pas d'arbitre. Ok, cela est bien compris. Monsieur Haïdara, est-ce que vous êtes d'accord quand il dit que les communautés n'ont pas été associées, impliquées dans le processus de négociation de ces accords? Non, ça arrive pas. Il faut qu'on comprenne quelque chose. Le premier parti, les communautés n'ont pas été associées. Parce que nous, ça arrive la réalité. Il faut que les gens comprennent très bien. Quand il va gérer un problème, il faut comprendre le profond et puis la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est quoi? La communauté est victime par rapport à les guerres entre les Dozo et les djihadistes. Il faut que les gens comprennent sur ça. Il peut pas avoir. Il y a eu beaucoup de assises, beaucoup de dialogues avec le ministère de réconciliation avant. À peu près 4 ou 5 réconciliations avec. Mais la théorie a continué. C'est-à-dire, le fond du problème, ça n'a pas été traité. Le Haut Conseil a jugé utile. Le conflit c'est entre les Donzo et les djihadistes que la population récolte les victimes et collaterales par rapport à ça. Nous, ce qu'on avait dit, les deux hommes qui ont eu des armes, s'ils te parlent, il faut que les armes soient terres. Parce que la vérité, c'est quoi? Si l'État est réel présent, je ne parle pas de Nyono, c'est un exemple, mais dans tous les Mali, le conflit est là. Si réellement l'État est présent, on ne peut pas parler de la négociation entre les djihadistes et les Donzo. S'il y a les Donzo là-bas, parce que pour eux, parce qu'il y a l'absence de l'État, il y a l'absence des militaires. C'est les autodéfenses pour eux. Mais pour que ça soit géré, il y a deux choses. Nous, cet accord, il y a deux choses qu'on a mis en avant d'abord. La vie humaine est sacrée pour un bon musulman, des personnes et leurs biens. Pour que trouver un académique entre la population et puis les gens qui veulent aller cultiver, qui veulent aller les phares hebdomadaires dans les semaines, qui peuvent aller voyager, et puis leur champ était occupé, ils ne peuvent pas cultiver, de laisser les gens aller à leur occupation de cultiver et consorts. Donc on avait fait l'accord sur cette base, mais tout ça là, c'est quoi? Mon frère, il faut qu'on se dise la vérité. Ça n'a pas marché. Non, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Mais il y a eu... La réalité, c'est quoi?
par rapport, dans tous les accords, il y a l'accord d'Alger aujourd'hui. L'accord d'Alger aujourd'hui, vous voulez que tout l'État et puis la communauté internationale, est-ce que l'accord d'Alger a marché? Il y a des gestions de l'application. Dans tout l'accord, par rapport à l'application, souvent les gens ne se comprennent pas. Mais on ne jette pas l'accord parce que les gens ne sont pas compris par rapport à la gestion. On les fait revenir. Le Haut Conseil est en train de gérer. Actuellement, jusqu'à preuve de contraire, nous, on a la confiance. On est en train d'échanger avec les djihadistes. On est en train d'échanger avec les Donzo. Même si l'État dit qu'il a d'autres interlocuteurs qui vont le faire, il peut continuer sur le travail. Mais le Haut Conseil, tant que la population demande au Haut Conseil, on ne peut pas laisser les gens mourir. On va essayer de dialoguer avec les djihadistes, de trouver un compromis entre les djihadistes et les Donzo qui peut trouver intérêt d'entendre pour que la tuerie et puis les armes se taisent. Donc, en ce moment, avec les missions d'appui de constat, je ne suis pas contre, mais ça peut venir en l'appui pour englober avec pour la suivi de l'accord pour que chacun... Si l'État a la capacité... Puisque vous avez la confiance des deux parties, est-ce que ce n'est pas plus facile pour vous de faire comprendre à ces parties-là que seul l'État peut mieux gérer ces problèmes-là? Non, mon frère, on est dans les studios. Le problème de l'État, je ne veux pas trop d'avancer sur ça. C'est pourquoi? Parce que je connais certaines vérités, si je les dis, ce n'est pas bon à attendre au niveau de la population. Il n'y a pas d'insécurité seulement à Nyono. À Moti, l'État ne présente pas. À partir quand tu dépasses le fleuve de Moti, l'État n'est pas là. Hein? À Gao, l'État n'est pas là. C'est-à-dire l'État s'est représenté dans les centres-villes, dans ces différents points. Il y a un seul problème. Il y a le fond du problème. C'est quoi? C'est que la dernière a dit. Je reviens par rapport à la dernière chose. Le dialogue national. C'est que le dialogue national a recommandé. Il faut que l'État soit d'accord de négocier de façon très officielle et puis très directe, correctement avec les djihadistes là pour que la population puisse avoir la paix et la tranquillité dans notre pays. Ouais, mais comme on ne parvient pas à les faire combattre sur les armes, la seconde chose, on négocie avec eux, ceux qui sont maliens, pour qu'au moins les Maliens puissent trouver un intérêt d'entendre. C'est des gens, c'est des personnes humaines. L'exemple de Nyono devrait servir un exemple pour l'État, pour comprendre, on peut négocier avec des gens pour trouver un intérêt d'entendre, pour qu'au moins éviter l'écoulement des sangs des Maliens, éviter la perte de leurs biens matériels, les laisser la libre circulation des Maliens. Au moins, on a eu 4 mois d'accalmie. Sauf que l'exemple de Nyono n'a pas été totalement une réussite. Ça a été une réussite. Monsieur Ba, ok, on remarque qu'il y a des blocages. Monsieur Ba, est-ce qu'aujourd'hui, on peut rester sur cette dynamique avec des négociations dirigées par des bonnes volontés ou comme le Haut Conseil islamique, ou bien quelle solution peut-on trouver pour que les violences ne reprennent pas dans cette zone-là? Merci beaucoup. Concrètement, concrètement, d'abord, moi je pense qu'un autre problème, c'est l'absence de stratégie nationale de dialogue. Il y a eu la conférence d'entente nationale en 2017, il y a eu le dialogue national inclusif en 2019. Mais aujourd'hui, au Mali, on ne peut pas montrer une stratégie structurée au niveau de l'État, et un document ou bien une vision de stratégie pour dire voilà la stratégie de l'État malien que les Maliens ont acceptée. Il y a eu des recommandations. Maintenant, des acteurs, il y a plusieurs acteurs. Le premier problème, c'est la pluralité des acteurs et des interventions. Et le Haut Conseil islamique est un acteur. Il y a d'autres acteurs, personnes, ressources, vous les connaissez, qui interviennent et qui sollicitent l'État. Et l'État leur donne des mandats aussi. Donc, pour moi, la première chose, d'abord, une des solutions, c'est de définir une stratégie nationale acceptée par les Maliens. Un. Deuxièmement, il faudrait harmoniser le cadre d'intervention. Il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur le terrain. On parle de Nyono aujourd'hui. Et il y a le haut représentant du président de la République. Il y a le cadre de gestion politique du centre. Il y a les ministères sectoriels qui interviennent. Et il y a beaucoup d'acteurs. Il y a des ONG internationales et nationales qui interviennent. Donc à ce niveau, il faudrait harmoniser, coordonner, trouver un cadre. J'ai parlé tout de suite de la stratégie. Troisièmement, il faut un débat doctrinal. Moi, je dis, dans notre pays, il n'y a pas eu un débat avec ces gens. Il y a des gens, des érudits dans notre pays. Nous avons des oulémas, des érudits capables, des cadis, de leur opposer
qu'est-ce qui est le hadith et le Coran et quelles sont les valeurs aujourd'hui humaines qui doivent être défendues. Quelle que soit leur volonté, ils peuvent l'accepter ou ils doivent l'accepter. Je pense que l'un dans l'autre, nous pourrons trouver. Maintenant, le temps, il y a le temps de la paix, il y a le temps de la guerre. Et moi, je pense, pour terminer, mieux vaut une mauvaise paix qu'une bonne guerre. Ok. En 30 secondes, M. Haïdara, un appel à lancer aux deux parties, aux différentes parties qui vous écoutent sûrement en ce moment. L'appel que je vais à lancer au niveau des djihadistes et les donsos, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais je l'ai dit, ce qu'il y a entre eux, il faut qu'ils pensent que les gens qui sont en train de mourir, qui n'ont rien à voir avec cette guerre-là, c'est des personnes humaines, leur vie doit être sauvegardée et puis sacrée. Cela est bien clair. Merci beaucoup à nos invités, Monsieur Mamadou Moufa Haïdara du Haut Conseil islamique, Boubacar Ba, chercheur et directeur du Centre d'analyse sur la gouvernance et la sécurité au Sahel, et Kali Bala Diakité du Conseil communal des jeunes de Nyono. Nous parlions aujourd'hui de la situation à Farabougou, comment sauver l'accord conclu entre les groupes djihadistes et les chasseurs d'Onso. J'ai eu le plaisir de présenter ce débat mis en onde par Mamadi Keïta à la régie vidéo. Nouhoum Djire, merci de l'avoir suivi et à demain pour un autre numéro du Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.